Bonjour à tous, cette semaine Église du Monde vous emmène au Portugal, pays de forte tradition catholique, situé le plus à l'ouest de l'Europe. Le Portugal a été durement frappé par la crise financière et le taux de chômage chez les moins de 25 ans s'élève à 35%. Conséquence, environ 120 000 jeunes ont émigré en 2012 pour tenter leur chance ailleurs. Dans ce contexte, comment l'Église accompagne les plus fragiles? Quelle est aujourd'hui la vitalité de l'Église, mais aussi ses défis dans ce pays qui n'échappe pas à la sécularisation. Décryptage sur ce plateau avec notre invité Manuel Antunes da Cunha, professeur en communication à l'Université catholique portugaise à Braga. Bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver. Alors, vous êtes entre la France et le Portugal, puisque vous enseignez à Braga. Oui, tout à fait. On a envie de voir un petit peu où en est le pays d'un point de vue économique et social, puisque le Portugal a été touché par une importante crise. Alors, il a bénéficié en 2011 d'un prêt de 78 milliards d'euros de l'Union européenne, du FMI. Le Portugal devait s'engager en contrepartie à mettre en œuvre une politique d'austérité. Et dans quelques jours, le 17 mai, le pays devrait sortir de cette tutelle. Est-ce que cela veut dire que le Portugal va mieux? Où en est votre pays aujourd'hui? Pour l'instant, pas du tout. C'est vrai qu'on en a parlé de l'austérité au Portugal pendant ces dernières années. Oui. On n'en parlait que de ça, d'ailleurs. Et aujourd'hui, on parle que le Portugal est en train de sortir de cette crise. Mais c'est vrai qu'entre-temps, pendant ces années, 200 ou 300 000 personnes sont sorties du pays. Oui. Et certains ministres disaient aux personnes pour sortir du pays, parce que le pays n'avait pas de moyens. Il y avait une austérité qui a touché très profondément les fonctionnaires publics, mais pas seulement, les personnes âgées à cause des retraites, donc le 13e mois et tout ça. Donc c'est très difficile. Souvent, on parle aujourd'hui de 400 000 jeunes qui ne travaillent pas ni étudient pas. On les appelle les neném, oui. ni études ni travail. Et donc c'est une période très difficile. Et donc le Portugal n'est pas du tout encore sorti de la crise. On en parle, mais on ne le voit pas au quotidien. Vous ne le voyez pas arriver, cette sortie. Alors en tout cas, vous évidemment, de par votre périmètre d'observation, vous voyez des jeunes qui sont touchés par le chômage, des jeunes qui sont étudiants. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils nous disent, quand ils arrivent aux premières années de l'université, certains pensent déjà à savoir où ils vont émigrer, certains. D'autres ne veulent pas du tout immigrer et donc se disent qu'ils vont avoir une licence et puis après faire un autre travail, qu'ils n'auront pas de travail à la sortie. Je travaille avec des élèves qui devraient être travailleurs sociaux, qui devaient travailler avec le troisième âge ou même des journalistes et donc qui n'ont pas beaucoup d'espoir. Et j'ai quelques jeunes, je ne dis pas que c'est général, mais il y a des situations de jeunes qui vont à la soupe populaire parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les études et l'alimentation et tout le reste. Vous parliez tout à l'heure de ce ministre qui a encouragé à l'exil, ça peut surprendre. Oui, c'était une polémique d'ailleurs parce qu'un gouvernement parce qu'il avait utilisé un terme qui était sortir de notre zone de confort et donc ça avait extrêmement choqué toute la population et de tous bords, du gouvernement et de l'opposition d'ailleurs. Après, il s'était rétracté, que ce n'était pas vraiment ça qu'il voulait dire, mais c'est vrai qu'on a ouvert un petit peu comme avait fait la dictature de manière différente, où à l'époque de la dictature, c'était un crime d'émigrer, mais on laissait les personnes sortir parce qu'on en avait besoin des devises. Et là aussi, ça arrangeait bien le pouvoir que les gens sortent parce qu'on a 15% un peu plus de 15% de personnes qui n'ont pas d'emploi, qui sont au chômage. Et donc, on n'a que 15% parce que beaucoup sont sortis. Alors, dans ce contexte-là, que fait l'Église? Comment est-ce qu'elle accompagne les plus démunis? L'Église a été, il faut le dire, assez présente. Dès 2010, la conférence épiscopale a créé d'ailleurs un fonds solidaire social. Au niveau local, je vais donner juste un exemple au diocèse de Braga. Lors du dernier carême, l'archevêque de Braga a demandé aux croyants, aux fidèles de Braga, quand ils allaient boire un café ou déjeuner à un restaurant, de laisser ce qu'on appelle un café suspense. C'est une tradition qui vient de Naples, qui est assez ancienne, et pour laisser aux d'autres personnes qui n'ont pas d'argent pour dîner, pour s'alimenter ou pour prendre un café, tout simplement. Et aussi, j'imagine, des actions de distribution de repas. Oui, tout à fait. Caritas est assez présente et
au niveau paroissial. Donc, il faut savoir qu'au Portugal, c'est très présent depuis toujours, mais surtout depuis les Miséricordia au XVe siècle. L'action sociale de l'Église au Portugal est très forte et très présente. Alors justement, on va voir un autre exemple de cette action sociale de l'Église à travers l'association MAS Proximidade Melhor Vida, créée par la paroisse Saint-Nicolas à Lisbonne. Cette association met en lien des jeunes volontaires avec des personnes âgées isolées. Aujourd'hui, Juliana reçoit la visite de Pedro et Katia. Juliana attend les visites du mardi de Pedro et Katia. Pedro est étudiant en langue et Katia travaille dans un centre d'appel en attendant de trouver un emploi comme anthropologue. Au début, ils sont toujours accompagnés par une assistante sociale. On essaye au départ de connaître ces gens, de savoir qui ils sont, et l'une des failles que nous avons identifiées, c'est le manque de suivi dans le temps. Même à deux, nous n'arrivons pas à satisfaire pleinement ces personnes, à remplir leurs besoins d'avoir quelqu'un avec qui parler, communiquer. Nous avons donc décidé de créer un groupe de volontaires que nous sommes encore en train de développer. Nous sectionnons des volontaires et nous accompagnons en binôme au début ces volontaires chez la personne, car elle s'est habituée et des relations se sont créées. Nous essayons de faire le lien entre la personne et les volontaires. Je passe beaucoup de temps seule, car l'après-midi, je ne sors pas. Et je reste donc seule à la maison. Et c'est bien d'avoir des gens proches avec qui bavarder. Il n'y a qu'eux qui viennent me rendre visite chez moi. Il n'y a personne d'autre. C'est donc bien de les avoir ici comme amis et compagnons qui parlent avec moi. J'ai vraiment conscience de leur isolement et je parle avec eux dans la rue habituellement en dehors du volontariat. Et surtout ici, dans la partie basse de la ville, je sais qu'ils n'arrivent pas à sortir facilement de la maison. Leur réseau de proches s'est dispersé. On arrive à 13h45 et on reste 1 heure, même un peu plus si nécessaire, et ça coûte vraiment rien de le faire. C'est 1 heure par semaine où nous parlons. C'est vraiment une activité agréable. Le grand âge, l'arrivée des maladies, les collines de la ville qui ne facilitent pas la mobilité des personnes âgées, l'absence de la famille, les bouleversements de la famille traditionnelle font que beaucoup de personnes âgées sont prisonnières de la solitude. L'action sociale au Portugal, elle dépend complètement de l'Église aujourd'hui ? En grande partie, comme je disais tout à l'heure, c'est depuis 1496 ou 18 qui existe par exemple, ce ne sont pas la seule institution qui travaille dans ce domaine, mais les Miséricordia. Il y en a d'ailleurs une à Paris. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont à la base, c'était pour répondre précisément à ceux qui vivaient dans la pauvreté. Et Miséricordia, c'est les 14 œuvres de miséricorde, les 7 spirituelles et les 7 matérielles. Et dans les matériels, donner à manger à ceux qui ont faim, etc., visiter ceux qui sont en prison, etc. Et donc, c'est la reine, Dona Leonor, qui a donc lancé ce mouvement. Et 20 ans après, dans les principales villes du pays, elle travaillait déjà. Ce sont des laïcs qui se sont réunis et qui travaillaient. Aujourd'hui, il y a des grandes miséricordias. Par exemple, celle de Lisbonne, c'est celle qui gère tout ce qui est les jeux, le loto, etc., etc. Et puis, il y a Praga, Porto, dans toutes les villes pratiquement ont une miséricordia qui travaille. Et dans les paroisses, on a depuis une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, des maisons de retraite que les paroisses ont créées avec des argents publics, et des fonds publics en partie, parce qu'elles n'avaient pas d'argent pour le faire, mais elles travaillent beaucoup avec le troisième âge, avec la Caritas, etc., etc. Donc il y a une collaboration entre l'État et l'Église. Étroite, puisque jusqu'à 1975, jusqu'à la fin de la dictature, il n'y avait rien du côté de l'État, donc tout était pour l'Église. Aujourd'hui, l'État, bien sûr, a investi beaucoup là-dessus, mais principalement, c'est à travers l'Église et en partenariat avec l'Église. Alors vous évoquiez à l'instant justement ces années de dictature. Le 25 avril marquait le 40e anniversaire du renversement de la dictature salazariste, ce qu'on a appelé aussi la révolution des œillets. Est-ce que le Portugal reste marqué par cette période aujourd'hui ?
Oui, tout à fait, parce qu'on a vécu une dictature jusqu'à... C'était la dictature la plus récente en Europe, avec l'Espagne et la Grèce, mais le Portugal, est très marqué parce que on peut comprendre aujourd'hui les Portugais si on comprend un petit peu la dictature, parce que les Portugais ne sont pas révoltés. La dictature n'est pas tombée avec un mouvement populaire et on n'est pas allé à la Bastille. Oui. Ce sont les capitaines, c'est dans l'armée à cause de la guerre, puis on ne pouvait plus avec la guerre. Les Portugais, il y avait une opposition bien évidemment assez forte, mais qui n'avait pas les moyens, sans l'armée, de faire le coup d'État. Et les personnes, ce qu'en fait, elles sont parties. Ce qu'un historien de l'université de Pau, Vitor Pereira, l'expression n'est pas lui, mais il l'utilise, c'est le vote par les pieds. Les gens sont partis. Ce qu'ils font un petit peu aujourd'hui. Les gens ne se manifestent pas beaucoup, mais il y a cette sortie de l'immigration, les réseaux se sont créés et on continue à immigrer. Et donc, c'est très important pour comprendre l'actualité au Portugal. On ne peut pas comprendre le Portugal sans comprendre cette histoire et cette dictature. Il y a peut-être un lien avec ma question suivante, puisque le Portugal a adopté ces dernières années des lois libérales. L'avortement a été légalisé en 2007, le divorce en 2008 et le mariage homosexuel en 2010. En Espagne, alors pays voisin, on a vu une forte mobilisation, des manifestations massives. Et pourtant, il ne s'est pas passé la même chose au Portugal. Il n'y a pas eu cette mobilisation. Pour quelles raisons? C'est lié à un petit peu ça. Le divorce, c'est avant 2008. 2008 est un changement. Mais c'est vrai que c'est un petit peu comme ça, parce que les Portugais sont un petit peu en retrait de l'espace public. Oui. Il y en a certains qui sont très engagés, bien évidemment, mais un petit peu en retrait. Pour deux raisons, à mon avis. Une première, c'est qu'on a eu un taux d'analphabétisme jusqu'aux années 70 de 30%. Donc, les gens ne lisaient pas de journaux, n'avaient pas d'argent, mais ne savaient pas lire non plus la plupart. Et la plupart avaient une instruction primaire. Oui. Donc, ils n'entraient pas dans les débats. Et donc, voilà, ils étaient c'est un peu loin pour moi. Donc, tout le monde disait, c'est un peu loin pour moi, toutes ces questions-là. Et donc, on n'en discutait pas trop. Oui. Et puis, voilà, ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'avec la dictature, on a appris à se méfier du pouvoir et donc de tous ces débats publics. Et je pense qu'on a encore beaucoup à prendre en termes de démocratie, de participation. Et donc, par exemple, pour le premier référendum en 98 sur l'avortement, il y a eu, je ne sais plus si c'est 30 ou 40% de votants. Oui, c'est ça, donc une forte abstention. Très forte abstention. 30%, je pense 70% pour le premier et après en 2007, presque 60% d'abstention, ou entre 50 et 60%. Il y a comme une espèce de paradoxe entre ces questions-là qui sont au cœur des préoccupations de l'Église et puis cette forte abstention d'une population qui est quand même majoritairement catholique. Tout à fait, mais on a la première, ce qu'on peut appeler les générations des plus âgés qui... pour la plupart, n'ont pas cette culture de l'espace public, du débat, et les plus jeunes qui sont un petit peu dans ce processus de sécularisation. Voilà. On peut dire que la sécularisation, c'est plusieurs choses, c'est un mot assez large, mais c'est vrai qu'entre les deux, et je pense que ça aide à expliquer un petit peu cette situation. Alors, est-ce que dans tout ça, dans ces débats-là, l'Église élève la voix, s'exprime? Est-ce qu'il y a oui, tout à fait. Une mobilisation du côté de l'Église? Oui, vous parlez de la hiérarchie. Sur les questions sociales, voilà. Oui, tout à fait. Sur les questions sociales ou autres, les derniers documents de la conférence épiscopale, c'était sur la question du genre, par exemple, qu'on en a parlé beaucoup en France. C'était aussi sur le renouveau de l'Église à la suite d'une visite ad limina récente. Et c'est sur la question de l'emploi, sur la question du pouvoir économique, etc. Donc, une voix assez présente et qui est relayée par les médias. D'accord. Alors, on va revenir un peu à des actualités qui ont touché votre Église. Alors, les catholiques, ça va au-delà du Portugal, du monde entier, ont fêté le 27 avril la canonisation de Jean-Paul II. On connaît la proximité particulière qu'avait Jean-Paul II avec la Vierge de Fatima. Comment est-ce que les Portugais ont vécu cette canonisation ? Les Portugais sont très proches de Jean-Paul II. Précisément, il est allé au Portugal, en visite au Portugal en 82, en 91, en 2000 pour la béatification des deux pastoraux Francisco et Jacinta. Et donc, ils sont très proches de Jean-Paul II. Il y a eu beaucoup de Portugais qui sont allés à Rome. Beaucoup. En ce temps de crise, pas énormément, mais c'est vrai qu'on en a parlé beaucoup dans les médias. Et Jean-Paul II était une figure très respectée au Portugal, non
pas seulement par les fidèles et les croyants, qui sont 80% de la population se dit catholique, mais c'est quelqu'un de très relayé par les médias, très respecté, et qui a participé un petit peu aussi au renouveau de Fatima, il faut le dire aussi. Alors Fatima, pour rappel, c'est ce lieu où la Vierge Marie serait apparue en 1917 à 6 reprises à 3 bergers, Lucia, Jacinta, Francisco. Fatima se trouve au centre du Portugal. Qu'est-ce que ce lieu représente aujourd'hui dans le cœur des Portugais? Je vais donner juste un exemple. En 2005, quand Sœur Lucie est décédée, oui. tous les partis politiques, on était en campagne électorale, tous les partis politiques sont arrêtés, et même l'extrême gauche s'est à peu près arrêtée et a respecté ce moment de deuil national. Bien évidemment, elle ne s'est pas jointe à ce deuil national, mais c'est-à-dire que c'était une figure qui était unanime au Portugal. Ça dépasse le cadre de l'Église. Oui, ça dépasse. Ça fait partie de la culture. Ça fait partie de la culture. Je ne veux pas dire que tous les Portugais se revoient en Fatima, mais c'est vrai que à ce moment-là, par exemple, toutes les chaînes de télévision généralistes, elles ont arrêté les programmes et en même temps, c'était les cérémonies funèbres de Sœur Lucie. Et donc voilà, pour la plupart des Portugais, oui, c'est vrai que ça représente quelque chose, même si tous ne se disent pas catholiques, tous ne sont pas croyants et pratiquants, bien évidemment. Et pour la dimension de foi, c'est un passage obligé pour des chrétiens plus engagés. Tout le monde est allé à Fatima à un moment ou à un autre? Pour la plupart des personnes, oui. Une étude de l'Université catholique parlait, par exemple, des îles des Açores et de Madère. La plupart des gens des Açores et des Madère, quand ils vont au continent, ils vont à Fatima. Pour les croyants, pour ceux qui sont les plus pratiquants, qui sont à peu près 30% de ceux qui se disent catholiques, oui, Fatima est un passage obligé. Certains y vont tous les ans, mais je ne dirais pas que tous les Portugais y vont tous les ans, loin de là. Mais oui, c'est vrai, c'est vraiment un lieu central, et d'ailleurs, il est pratiquement au centre du Portugal. Alors, une autre actualité qui a touché votre Église, c'est le décès du cardinal José da Cruz Policarpo, ancien patriarche de Lisbonne, qui est mort le 12 mars dernier, ce qui a suscité aussi une vive émotion au Portugal. En quoi est-ce qu'il a marqué l'Église de votre pays? Il a marqué l'Église de notre pays puisque c'est lui qui a fait la transition avec l'ancien cardinal qui avait fait lui-même la transition après la dictature, et c'est une figure intellectuelle très respectée au Portugal, dans José Policarpo, parfois un peu polémique parce qu'il assumait ses positions. Donc il assumait ses positions. Ça pouvait être sur quel type de question? C'était une fois, par exemple, mais c'était sur la question du sacerdoce des femmes, donc où il a dit que l'Église pourrait éventuellement évoluer, qu'il y avait toujours cette possibilité d'évoluer pour l'Église. Et donc pour quelqu'un qui est cardinal, c'est quand même une déclaration assez forte. Donc il n'avait pas peur d'assumer. Mais c'était quelqu'un de très respecté, il avait une importance aussi très particulière parce qu'il a été recteur du séminaire dos Olivais à Lisbonne entre 70 et 97. Oui. Et dans les années 70, c'est la crise des vocations se fait sentir. Et donc sont passés par lui, entre guillemets, tous les prêtres du diocèse de Lisbonne pendant une vingtaine d'années. D'ailleurs, le nouveau archevêque de Lisbonne lui a succédé après au séminaire. Ils ont travaillé ensemble. D'accord. Il a aussi été recteur de l'Université catholique portugaise. Doyen de la faculté de théologie et recteur à 2 reprises de l'Université catholique où je travaille, oui, tout à fait. Et donc son successeur, Monseigneur Manuel José Macario do Nascimento Clemente, je ne sais pas si je le dis c'est parfait, c'est presque parfait. Qui lui a été nommé archevêque de Lisbonne par le pape François le 18 mai 2013. Donc une petite année avant le décès de Monseigneur Policarpo. Lui, alors, est-ce qu'on peut un peu dire quel est son profil? C'est un peu le même profil avec une légère différence. Il est d'ailleurs né presque dans la même région du centre de Portugal que son prédécesseur. Il a travaillé avec lui au séminaire dos Olivais et lui a succédé en tant que recteur. Après, en 2007, il a été nommé évêque de Porto.
donc où il a fait un travail assez remarqué à Porto. C'est une figure lui aussi intellectuelle et qui fait, je ne dirais pas l'unanimité, mais qui est très appréciée au sein de l'Église. Je parle en termes de hiérarchie et je parle en termes de fidèles. Donc, mais quelqu'un qui est peut-être, ça c'est ma sensibilité, un petit peu plus proche des gens, même gardant ce profil intellectuel. Alors, si on regarde un petit peu la cartographie catholique du Portugal, hein, donc environ 80% des habitants, vous le disiez, qui sont catholiques, la pratique religieuse est en baisse. Comment est-ce que l'Église essaye de rejoindre les catholiques qui sont au seuil, qui se sont un peu éloignés d'elle? Est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour l'Église aujourd'hui? Oui, tout à fait. D'ailleurs, au cours d'une visite à Limina, le pape Benoît XVI avait d'ailleurs, certains avaient dit que c'est un peu durement, mais avait reproché un petit peu à l'Église portugaise de ne pas se restructurer, de ne pas évoluer. Et il y a eu une grande auscultation auprès des fidèles au cours de ces dernières années. Et en 2013, la conférence épiscopale a publié un document sur le renouveau pastoral, précisément, qui est le fait que, comme au Portugal, le catholicisme est parfois un catholicisme culturel pour une foi plus profonde, plus éclaircie, disons, avec la question de l'importance de la mission, du témoignage, des communautés, de vraies communautés catholiques. Voilà, donc c'est une préoccupation, la nouvelle évangélisation. Pardon. Est-ce que les laïcs sont engagés en paroisse? Est-ce qu'il y a une dynamique du côté des laïcs? Oui, il y a une dynamique, même si les statistiques montrent que les catholiques portugais sont très peu engagés en association en général et pas beaucoup engagés dans l'Église en particulier. Mais il y a des exemples assez frappants de mouvements de jeunes et de moins jeunes, et bien évidemment, comme on voyait par exemple dans le reportage. Oui. Mais c'est vrai que les statistiques disent que les Portugais sont assez peu engagés quand même, aussi bien dans le mouvement associatif en général que dans l'Église en particulier. Alors vous êtes en tout cas, je sais, engagé dans le conseil pastoral de votre diocèse de Braga. Voilà, du diocèse. Et dites-nous un petit peu les questions qui se posent, les enjeux dans ce que vous observez, vous. Ce sont précisément ces enjeux on est dans un moment de passage, de déclic, parce que vous en parliez de toutes ces nouvelles lois, donc la société qui a changé. Et donc, parfois, ceux qui sont les plus fidèles sont un petit peu perdus. Ceux qui ne fréquentent pas l'Église et qui ne connaissent pas complètement bien son message et n'approfondissent pas aussi bien leur foi aussi. Et donc, c'est cette question de revenir un petit peu aux fondamentaux, de revenir à la nouvelle évangélisation, à travers surtout, pas seulement, mais surtout à travers des mouvements de jeunes, etc., etc. Alors justement, vous parliez de cette nouvelle évangélisation et de cette dimension missionnaire. Nous avons demandé au secrétaire général de la Conférence des évêques du Portugal quel était selon lui le principal défi pour l'avenir de l'Église. Eh bien, au Portugal, écoutons sa réponse. Je pense que c'est porter la joie de l'Évangile aux familles et aux nouvelles générations. Avec l'aide du pape François et avec l'aide de nos évêques. Il y a beaucoup de mouvements qui sont des signes d'espérance comme les charismatiques, les néocatéchuménales, Communion et Libération, Focolarine, Boy Scouts. Évidemment que nous espérons que ces signes peuvent être plus évidents dans la société, pas seulement dans l'Église. Voilà, c'était une interview réalisée par nos confrères d'Agencia Ecclesia. Pour vous, le défi, donc, c'est cette dimension missionnaire qui doit animer l'Église au Portugal. Oui, tout à fait, en ce temps de changement. Et puis, il y a aussi d'autres défis plus pragmatique, plus pratique, c'est redessiner un petit peu la cartographie des diocèses, qui parfois des petites paroisses avec la crise des vocations étant ce qu'elle est. Donc un petit peu de ce côté-là aussi, mais vraiment le fondamental, c'est cette question de la nouvelle évangélisation que les diocèses au Portugal ont à cœur et un certain nombre d'entre elles
au cours des dernières années, ont effectué des synodes, ont des auscultations auprès des fidèles, etc. Est-ce que vous pourriez, juste rapidement, c'était une initiative qui vous a semblé intéressante en termes de nouvelle évangélisation, de choses qui se font concrètement dans les paroisses? Dans la nouvelle évangélisation, déjà en 2005, il y a eu un grand congrès à Lisbonne. Et dans les paroisses, par exemple pour l'année de la foi, il y a ce qu'on appelle, par exemple à Braga, des laboratoires de la foi où la parole est expliquée d'une façon différente, d'une façon plus actuelle pour les fidèles, par exemple. Merci beaucoup, Manuel Antunes da Cunha, d'être venu nous apporter votre éclairage sur l'Église du Portugal. Merci également à l'Agencia Ecclesia pour ces images. Et vous pouvez bien sûr revoir cette émission sur notre site kto-tv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir.